Donc bonjour Julia. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter vu que c'est la première fois qu'on se rencontre? Alors, je m'appelle Julia Collin, j'ai 33 ans, je vis à côté de Dieppe depuis 2 ans, j'ai quitté Paris. Moi, mon métier de base, c'est je suis script dans le cinéma. J'ai fait des études de cinéma et c'est un milieu que j'aime beaucoup, mais entre les tournages, j'ai eu du temps pour écrire. Et c'est comme ça que j'ai écrit Avant la forêt. D'accord. Et justement, j'ai pu regarder dans le domaine Le Passage de la Nuit avec Steve notamment, hein, le petit jeune. Pourquoi cet univers de la nuit, cette zone sociale un peu fermée? Je crois que c'est juste. Donc, c'est un court-métrage que j'ai réalisé il y a 5 ans maintenant qui s'appelle Le Passage de la Nuit. Je crois qu'en fait, j'ai toujours eu peur de la nuit et faire ce court-métrage pour moi c'était peut-être une manière d'avoir moins peur, tout simplement. La nuit, c'est le moment des monstres en fait, depuis qu'on est enfant. Et c'est ce que, dans ce court-métrage, c'est ce que j'ai essayé de traiter, c'est comment on arrive à faire face à ses peurs. Et dans ce court-métrage, c'est incarné par cette espèce de peur primaire de la nuit avec les brouillards de nuit qui engloutissent parfois le personnage principal. Ce qu'on voit aussi, c'est un peu la détresse du personnage. On a l'impression que, contrairement à ses camarades de jeu, il n'a pas forcément fait d'études, il n'a pas forcément de trajectoire. C'est un peu une réalité aussi d'une certaine jeunesse en France. Alors, je sais pas si c'est la réalité d'une certaine jeunesse. Oui, peut-être. Ce personnage a fait des études quand même, mais justement, c'est des études qui n'ont servi à rien, qui ne l'ont pas aidé à trouver du travail derrière, en tout cas pas dans le domaine qu'il avait étudié. Je pense que oui, il y a un truc il faut trouver du travail, donc les rêves ou les orientations qu'on a pu avoir quand on était plus jeune, on les oublie rapidement. Et c'est le cas en tout cas de ce personnage qui oublie de vivre parce qu'il s'est engouffré dans cette brèche de trouver du travail. Si du travail de nuit, c'est pas terrible, mais bon, il y a un salaire, le patron est pas trop chiant, donc on reste là-dedans et on bouge pas, quoi. Et là, en ce 25 août, l'arrivée d'Avant la forêt, donc aux Forges de Vulcain, comment on passe du métier du cinéma, alors même si tu as fait des scripts, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, je suis script, mais c'est pas écrire des scénarios. Pas D'accord, script, c'est un autre métier. Mais j'ai quand d'accord, même écrit des scénarios en tant que scénario. Enfin bon, c'est pas d'accord. très Donc clair. du coup, comment on fait la bascule? Qu'est-ce qui intéresse dans le côté roman, écriture? Alors en fait, je pense que la bascule, elle s'est faite dans l'autre sens. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, j'ai écrit des romans. Enfin, des nouvelles d'abord, puis après des espèces de plagiat du Seigneur des Anneaux quand j'avais 12-13 ans. Donc j'ai toujours écrit des romans. Mais on m'a dit assez rapidement que écrivaine, c'était pas un métier. Donc il fallait que je trouve un vrai travail. Mais bon, je suis pas partie dans la finance ou je suis quand même intermittente du spectacle et je suis quand même partie dans un univers artistique. Mais avec, oui, j'ai fait des études de cinéma, j'ai fait une école de cinéma et j'ai un peu perdu de vue l'écriture de romans. J'ai écrit des scénarios, j'ai écrit beaucoup de choses pour moi, j'écris beaucoup de carnets de voyage quand je pars en voyage, mais j'avais perdu ce contact, oui, avec l'écriture du roman. Donc ça n'a pas été c'est plus la bascule de j'écrivais des romans, je me suis mise à travailler pour le cinéma, et puis après j'ai rebasculé dans l'écriture de romans. D'accord. Et ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que euh, on pourrait presque parler de post-apo, mais c'est pas tout à fait un post-apo, parce qu'on a un glissement très doux de la France et pas que de la France. C'est pas aussi violent que ce qu'on voit, il n'y a pas de renversement de pôle, etc. Euh, une volonté aussi de dire on va dans le mur et tout tranquillement. Non, parce que je ne suis pas pessimiste, pas fataliste en tout cas, même si je suis un peu pessimiste, mais non, j'ai pas envie de me dire qu'on va droit dans le mur. En fait, pour moi, c'était une manière de rentrer en écho avec notre situation actuelle et de se dire ça pourrait arriver, mais pas ça va arriver. Et c'est pour ça que j'imagine mal. Je crois pas en la collapsologie, je pense pas que le monde va s'effondrer comme ça tout d'un coup, parce que de, de manière très concrète, on a quand même tellement d'éléments matériels dans notre monde que moi j'ai du mal à croire que du jour au lendemain on soit obligé pour faire du feu de taper deux silex l'un contre l'autre, quoi. Donc c'est pour ça que ça me paraissait plus cohérent et plus logique d'imaginer une longue déliquescence et pas un événement qui allait tout bouleverser. Peut-être aussi parce que j'ai beaucoup lu de romans où il y a un élément, et j'aime beaucoup ça, hein, je dis pas du tout que c'est pas bien, mais moi voilà, j'avais envie d'autre chose, quoi. Et un des premiers éléments qu'on voit d'ailleurs s'effondrer, alors il y a l'énergie, etc., avec les différentes guerres qu'il y a qui font vraiment écho à ce qui se passe aujourd'hui
entre la Russie et l'Ukraine, Ouais. mais on voit surtout, de mon point de vue, enfin, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette désaffection des services publics, quelque chose qu'on vit aujourd'hui avec une reprise par les groupes privés. C'est une inquiétude que tu... Enfin, pas une inquiétude, mais en tout cas un constat qu'on peut faire aujourd'hui. Oui, complètement, je le vois bien, j'ai beaucoup d'amis profs qui sont au bout du rouleau aujourd'hui, qui font des burn-out parce qu'ils ne comprennent plus et ils ne se sentent plus à l'aise dans le métier qu'ils sont en train de faire. Mais enfin, j'ai ma sœur qui est urbaniste, qui travaille dans le public aussi, et c'est des gens qui sont passionnés et qui se battent pour des salaires qui ne sont pas très élevés et qui perdent petit à petit tous les privilèges des fonctionnaires qui ne sont pas du tout des privilèges et qui donc ont la tentation du privé parce qu'ils n'ont plus aucun avantage de travailler dans le public en fait. Donc c'est quelque chose que je vis moi, pas personnellement, mais que je vois beaucoup autour de moi. Et oui, pour moi c'est une catastrophe, c'est ça qui fait la force et la richesse d'un pays, j'ai l'impression, d'avoir l'hôpital public, l'éducation principalement qui sont solides. Si on enlève ça, pour moi c'est là où il y a tout qui s'effondre. C'est pas, enfin, le réchauffement climatique peut faire des ravages, je dis pas le contraire, mais ça sera sur du moyen long terme. Moi je pense qu'en 3 ans, on peut, si on fout en l'air tout le système public, oui, c'est ça qui me fait plus peur, je crois. Et quand j'ai lu ton roman, j'y ai vu 3 temps. J'ai vu le temps du voyage, entre Paris et Marseille finalement, avec cette étape dramatique à Lyon. Marseille, avec cette grande ville, et puis après Murat. Massat, je vais y arriver. Donc sur ce temps du voyage, on a l'impression un peu que les gens essaient de retenir un monde qui se barre. C'était un voyage très dur. Oui, alors il faut savoir que pour moi c'est un voyage très dur et c'est un voyage qui est un peu dans le déni, la sidération. Vraiment, la plupart des gens sur la route sont arrivés à un point de non-retour, c'est pour ça qu'ils se mettent en mouvement. Mais il y a quelque chose de complètement nouveau. On essaye un peu de prendre le côté positif de toute cette histoire et d'essayer d'aller de l'avant, littéralement. Il faut savoir que ce roman il a été écrit pendant le confinement, donc il y avait aussi, moi je ressentais un peu ça à ce moment-là, de se dire bon, c'est terrifiant ce qui est en train de se passer, mais on va essayer de retomber sur nos pattes et d'essayer d'aller de l'avant derrière ça. Donc c'est peut-être un peu ça qu'on sent aussi dans cette première partie. Et c'est là aussi où on découvre, alors on avait 2 familles, avec Ellie d'un côté et Calme de l'autre. D'ailleurs, les noms des personnages sont... le nom de Calme est un peu étonnant. Et on commence à voir se révéler une particularité pour Calme, qui porte bien son nom pour le coup. Oui, en fait, au contact de la nature, elle va se mettre à développer des pouvoirs sylvestres, en fait. Pourquoi j'ai eu envie de ça? Je pense que c'est un personnage qui toute sa vie a été privé du contact de la nature. Elle a grandi à Paris, dans un immeuble. Ça pourrait être un de ceux-là d'ailleurs. Et les seuls contacts qu'elle a eu avec la nature, c'est dans des parcs ou vaguement en colonie de vacances quand elle était petite. Et moi, c'est une des idées que j'ai que c'est mortifère de se couper de la nature en fait. Et donc ces pouvoirs ont été enfouis en elle pendant des années et au contact de la nature ils explosent à nouveau parce qu'elle a été privée de ça. Donc je pense qu'il y a une sorte de, je sais pas si c'est une métaphore mais quelque chose de on peut retrouver de la puissance au contact de la nature et en tout cas c'est ce qui lui arrive. Et donc ils arrivent à Massat, donc Massat, une petite ville un peu de campagne, un peu isolée. On a l'impression qu'il y a suffisamment de moyens, malgré tout. On a l'impression qu'ils sont encore plus enfermés que les collègues marseillais. Oui, alors j'ai écrit un premier roman il y a maintenant presque 7 ans, en allant à Marsat, où j'ai trouvé une maison d'hôte là-bas, où j'essaie d'aller 15 jours tous les 2 ans pour écrire. Donc je connais un peu cette ville et c'est vrai qu'il y a déjà une ambiance dans cette ville un peu c'est une ville un peu hors de la société et hors du temps. Alors elle n'est pas anarchiste ni complètement en dehors du système, mais c'est une ville où il y a beaucoup d'hippies qui sont partis s'installer dans les années 70 et qui sont restés. Donc c'est une ville d'utopie, je trouve, où il y a des choses qui essaient de se mettre en place. Ils ont une monnaie locale, ils essayent de faire des choses localement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses très différentes qui se passent à Massat, entre les néo-ruraux, ceux qui sont installés dans les années 70, les paysans qui étaient là avant, qui n'ont pas forcément vu d'un bon oeil ces gens s'installer. Enfin bon, donc c'est pas une utopie, c'est pas si simple que ça là-bas. Mais je me suis quand même fortement inspirée de cette ville pour mon roman, parce que la ville a quelque chose de particulier, qu'elle est un peu
en fond d'un défilé rocheux, et puis derrière il y a les montagnes, puis derrière il y a l'Espagne. Donc en fait c'est un peu la dernière ville avant l'Espagne. Alors bien sûr il y a des petits villages après, mais j'avais besoin pour mon roman d'aller dans un lieu où on ne puisse pas vraiment en sortir, en tout cas pas facilement. Je pense que cette histoire n'aurait pas pu se produire dans un village avec sans barrière naturelle en fait. Ça aurait été trop simple de pouvoir repartir ou d'envahir le village. Ou moi j'avais besoin d'une place forte en fait. Et là, c'est deux mondes qui s'opposent. D'un côté, toute cette milice qui s'est mise en place, qui essaie de reproduire, j'ai l'impression, d'une façon ou d'une autre, un système qui a déjà perdu. Et de l'autre côté, Calme, qui essaie de revenir à un élément plus naturel. Ce que tu disais, elle renaît dans la nature. Et ces deux visions, on a, pendant un certain temps, du moins, l'impression que ça s'oppose, comme si on n'arrivait pas à faire le deuil de nos erreurs passées. Oui, et ça je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite. Pour moi, j'avais pas l'impression d'écrire un roman où il y ait une si forte opposition entre nature et civilisation. Pour moi, c'était deux chemins qui étaient empruntés, qui étaient un peu différents, mais qui n'étaient pas forcément antagonistes. Après, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu plus compliqué que ça. Moi, je reste quand même persuadée qu'on ne doit pas faire le choix de la nature ou de la civilisation. Je pense que là, j'enfonce des portes ouvertes, je suis désolée, mais je pense que je dirais pas la solution parce que j'ai pas la solution, mais qu'il faudrait trouver une voie un peu plus alternative qui soit justement à l'écoute de la nature et à l'écoute de l'humain et pas forcément la civilisation. Et c'est ça ce dont je parle aussi dans mon roman, je parle beaucoup de la violence et du fait que il y a une escalade de la violence dans le roman et elle part d'un geste anodin, c'est quand Saul qui dirige la milice va arracher de force les paniers à Calme, elle lui prend quelque chose de force, par la force, et c'est ce geste qui va lancer un engrenage de violence de plus en plus entre Calme d'un côté, Saul de l'autre. Bon, après il y a des renégats qui arrivent de l'extérieur, mais moi je pense que voilà, la violence n'est jamais une solution et au contraire c'est la source de tous les problèmes. D'ailleurs, on a cette opposition alors qu'on voit effectivement entre Saul et Calme assez rapidement et qu'on sent en toile de fond dès le départ, dès la première rencontre, on sent que ça va être compliqué entre les deux. Et on a Ellie qui est un peu coincée entre son amour avec sa presque sœur et de l'autre côté sa volonté aussi de s'intégrer. Et on sent que le personnage est au bord à chaque fois, on ne sait pas de quel côté il va tomber. Non, parce que lui-même n'arrive pas à faire un choix, parce que je pense que lui-même aimerait qu'il n'y ait pas de choix à faire. C'est pour ça qu'il essaye de ramener Calme dans la milice en se disant en fait tout peut encore s'arranger et c'est pas obligé de choisir le camp de la nature ou le camp de la civilisation parce que il a cette envie de réunir les deux justement. Et oui, c'est ces sentiments à Calme qui l'empêchent de devenir complètement de s'intégrer parfaitement dans cette milice, de devenir violent en fait. Enfin, à un moment il a un geste très violent de tirer sur quelqu'un et ça le dégoûte de lui-même, et je pense que c'est grâce à l'amour et au lien qu'il a avec Calme qu'il arrive à garder cette humanité et pas à être complètement embrigadé dans cette milice et avoir une sorte de lavage de cerveau un peu presque masculiniste de ouais on est fort, on tire sur les gens, on protège notre village. C'est pas du tout le discours en tout cas que j'ai envie d'avoir, et j'ai pas du tout envie que mon personnage il emprunte cette voie. Et c'est pas ce qu'on voit dans le personnage d'ailleurs, et sans dévoiler la fin évidemment parce que ça serait stupide, il faut le dire. On sent quand même une touche d'optimisme dans l'amour, dans le rapprochement familial aussi. Oui, dans le sens de famille un peu élargi. Moi, je ne suis pas du tout pour une famille, un papa, une maman, des enfants. Enfin, pour moi, faire famille, ça peut être aussi avec des amis d'enfance. Mais oui, cette notion de famille, peut-être au sens un peu élargi de la famille qu'on se choisit, c'est quelque chose qui est important. Et l'amour est important, et le rapport aux arts est important. Et je pense c'est ça qu'il faut sauver en fait aujourd'hui. Il faut arrêter d'essayer de monter les uns contre les autres, et j'espère qu'on sent un petit peu ça dans mon roman, de se dire que la violence n'est pas la solution, et que s'il y avait eu un peu plus de communication non violente entre mes personnages, peut-être que les choses se seraient mieux passées. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, quand on lit Avant la forêt, et quand on regarde aussi Le passage de la nuit, il y a quelque chose qui ressort, c'est la puissance et le soin que tu apportes à tes personnages. C'est-à-dire, ils sont profondément humains, tous. C'est le cœur du récit pour toi, ces personnages ? Oui, oui.
Et je me rends compte que c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler parce que dans les premières versions de Avant la forêt, les retours que me faisaient mes amis qui étaient mes premiers lecteurs, c'est tes personnages ils sont chouettes mais ils sont trop gentils. En fait, j'ai du mal à les maltraiter un peu mes personnages. Parfois, le personnage de Saul était beaucoup trop sympa. Donc en fait, il n'y avait pas de tension trop dans mon roman et c'était un peu le monde des bisounours. Donc j'ai essayé de ramener un peu de violence, un peu de dureté. Là, les villageois, là, ils ont du mal. Enfin, le maire, il est un peu dur avec la famille. C'est quelque chose que j'ai retravaillé au fur et à mesure. J'ai remis des couches un peu de dureté parce que oui, je pense que de base, j'aime mes personnages, j'ai pas envie de leur faire du mal et j'ai envie qu'ils soient heureux. Donc, mais on écrit plus. Enfin, les histoires sont plus intéressantes qu'on les maltraite un petit peu, malheureusement. Et du coup, j'ai écouté aussi David parler un peu de la rentrée littéraire et notamment de ton roman. Donc il a mis un accent fort sur la découverte de jeunes autrices et auteurs, voilà, en nous promettant des prochains romans, pas trop de pression. Non, pas du tout. Au contraire, moi je demande que ça. Donc j'avais déjà écrit un premier roman du coup que j'ai pas encore fait lire à David, qui est complètement dans le fantastique, qui est une trilogie, un truc assez énorme, enfin énorme en termes de volume, qui se passe dans 50 000 ans, c'est un peu les mêmes thèmes qu'on retrouve dans le monde n'est qu'une unique ville et la nature est cantonnée juste en Amérique du Sud, c'est le poumon, c'est une seule forêt pour nourrir en oxygène le reste Et il va y avoir encore un affrontement nature-civilisation. En fait, je me rends compte que oui, il y a des thèmes comme ça, même si c'est très très différent dans la manière dont j'aborde le sujet. Il y a ça, il y a un autre roman qui va se passer dans les Pyrénées aussi, mais très fantastique. Beaucoup plus qu'Avant la forêt, au final, je crois que c'est plus le fantastique qui m'attire vraiment. Et Avant la forêt, c'était une manière de mettre un petit pied dedans, mais je crois que je vais y plonger complètement. Et comment on s'intègre dans la famille des Forges? Pour l'instant, alors moi j'habite pas Paris, donc c'est vrai que je suis un peu moins souvent là, mais pour l'instant, je crois qu'on s'intègre assez bien. En tout cas, David avait organisé un dîner avec une partie des auteurs et des autrices des Forges et je me suis sentie très bien accueillie en tout cas. Et puis David est quelqu'un d'adorable, donc ça se passe très bien pour l'instant. Et si tu devais conclure cette interview, toi, avec un message à passer, qu'est-ce que tu dirais? Alors là, aucune idée. Lisez des livres. Merci beaucoup. Avec plaisir.